question qui s'adresse à Monsieur Alain, je crois. Vous nous avez fait effectivement un bel exposé sur la ferme France digitalisée. Il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que dans votre exposé, j'ai pas vu de vétérinaire, j'ai pas entendu une seule fois le mot de vétérinaire. Alors, vous le mettez où dans cette ferme-là, le vétérinaire? Non, c'est une bonne question. Je pense que je l'ai pas abordé par manque de temps probablement. Mais ça me fait penser à deux réflexions. La première, c'est qu'il y a, alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le monde de l'élevage laitier, c'est qu'il y a des très grosses entreprises qui vendent aux éleveurs des solutions quasiment intégrées, c'est-à-dire qu'avec le robot de traite, on va avoir tout un tas de capteurs qui vont mesurer la composition du lait, la qualité, des enzymes, des hormones, je l'ai dit. Mais ça va jusqu'à proposer des conseils de traitement. Ça va jusqu'à dire, la vache a une mamite, voilà ce qu'on vous recommande de faire, elle a une acétonémie, voilà ce qu'on vous recommande de donner. Pour faire ça, souvent, c'est fait avec un vétérinaire conseil qui va construire un arbre de décision dans la machine permettant d'aboutir à un conseil. Mais se pose quand même, enfin, il y a un gros débat parce que certains vétérinaires peuvent être effrayés par le fait que ces machines-là aboutissent à un conseil d'un traitement qui ne proviennent pas directement d'un diagnostic fait par eux. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que maintenant, malgré tout, pas mal de ces entreprises fournissent, alors il y a toujours cette question de propriété d'accès aux données, fournissent un accès aux données à un certain nombre d'acteurs de l'élevage, que ce soit des conseillers, des inséminateurs, des vétérinaires, qui vont pouvoir, à partir des logiciels de gestion de troupeaux, également consulter ce qui se passe, regarder les alertes et fonder leurs soins et leurs recommandations sur ces données-là. Donc, pour moi, le vétérinaire il fait partie de l'environnement de l'éleveur, au même titre que les divers conseillers, et il peut utiliser les systèmes qui sont présents sur l'élevage. Donc, je ne sais pas, je connais assez mal le milieu vétérinaire, mais je ne sais pas combien le font. Je ne sais pas combien le font. Oui, bien sûr. Je vois que ça vous tient un peu à cœur et que ça vous a particulièrement vexé. Mais... Ça m'embête un peu, ça m'a pas vexé, ça m'embête un peu. C'est gênant. D'accord. Surtout quand vous parlez de diagnostic. Alors, pas de problème hein, pour le rajouter. Pour moi, il fait partie de l'environnement, comme je vous disais. Le problème, c'est que vous avez parlé de diagnostic avec un veto conseil. Enfin, j'ai expliqué tout à l'heure que le télédiagnostic en France, c'était interdit pour l'instant. Donc vous êtes en train de parler de dispositifs qui sont quelque part hors la loi et qui chantent complètement le vétérinaire traitant de l'élevage, le vétérinaire qui fait le bilan sanitaire et qui fait les protocoles de soins. Ça me gêne qu'un robot de traite, si vous voulez, puisse chanter un protocole de soins. Ça, légalement, honnêtement, je ne sais pas comment ça se passe. Je sais que, donc, pour ne pas citer de marque, de Laval qui fournit le système d'analyse du lait et donc qui propose un arbre de décision permettant d'aboutir à un conseil, impose un vétérinaire conseil pour construire sa table de décision adaptée et personnalisée pour chaque élevage. Maintenant, légalement, quel est le droit d'aboutir à un diagnostic automatisé? Ça, j'en sais rien. Vous dites que c'est interdit. Donc, c'est ces entreprises-là qui sont concernées plus que moi personnellement, mais oui, j'entends bien. Je rappelle que monsieur qui est intervenu ce matin est représentant de l'ordre des vétérinaires. Et donc voilà. Donc après la médecine sans médecin... Mais la question que vous posez, c'est un débat qu'il y a hein, et qui est déjà remonté auprès de ces entreprises-là. Donc je ne sais pas où ça en est concrètement, mais oui, c'est une vraie question.
Jean-Louis Hinault. Je crois, je ne veux pas compliquer votre tâche après cette remarque, mais c'est normal qu'ensuite vous parliez d'intrants à la place de médicaments. C'est-à-dire que quand le veto disparaît, nos médicaments disparaissent. Et en effet, intrants, c'est un terme économique et je le respecte. On peut analyser le coût d'un soin vétérinaire, mais il est évident que dès qu'on va quitter le vocabulaire médical, eh bien, on va banaliser le produit, en l'occurrence la substance, à défaut de l'appeler médicament. Et je pense que l'e-santé animale doit rester de la santé animale. Et moi, j'ai beaucoup apprécié, évidemment, les exposés, en particulier sur la lutte contre la douleur, où là, on retrouve l'e-santé animale au service de l'animal, parce que finalement, tout cela doit bénéficier à l'amélioration de la santé animale. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important de ne pas oublier le vocabulaire propre à la médecine vétérinaire, indépendamment en effet de la variété des acteurs, du développement de l'autodiagnostic, etc. Je crois que c'est vraiment important qu'on garde cette dimension médicale. Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Stéphane Cluzot, vétérinaire, Revel-Haute-Garonne. Moi, j'avais une question par rapport, c'est un peu la suite, hein. Avec tous ces capteurs, si problème il y a, que ce soit au niveau individuel, cheval de course, enfin gros potentiel, ou bien un lot de bovins où les capteurs ont donné certaines données et que ça crève, enfin grosso modo un lot entier qui crève parce que les capteurs auront dit pH, acidose et compagnie, qui est responsable? Vu que c'est pas un médicament, il n'y a pas de RCP peut-être du fabricant sur ça, qui est responsable en fait? Est-ce que c'est le fabricant du capteur ou est-ce que c'est l'éleveur ou le propriétaire qui l'aura mis à ses risques et périls et qui aura suivi les conseils qui étaient mentionnés? En fait, cette question-là, c'est un peu la même question et qui tourne en boucle finalement dans le domaine de l'élevage, de qui est propriétaire des données également. Parce que aujourd'hui, et en plus, enfin, ce que vous dites, c'est des cas qui se sont déjà posés. C'est-à-dire que un appareil, un robot avait par exemple dit que telle vache avait une mamite ou n'avait pas de mamite, l'éleveur n'a pas traité ou a traité, ça a des conséquences derrière sur le fait que du lait soit jeté ou que du lait, que du lait soit commercialisé alors qu'il ne devrait pas l'être. Et finalement, ce sont des situations qui sont extrêmement difficiles à gérer. Il y a derrière des procès où sont incriminés le fabricant du capteur ou du logiciel, l'éleveur, la laiterie, le distributeur du robot. Et au final, c'est extrêmement complexe de trouver un responsable parce que ça nous ramène à la question de qui est propriétaire des données derrière qui sortent de ces outils-là. Aujourd'hui, moi, je suis incapable de vous donner une réponse parce que sur les plusieurs cas qu'on a eus, moi, je suis régulièrement appelé par des experts pour répondre sur ces questions-là. Sur les plusieurs cas qu'on a eus en France de situations comme ça, de litiges, l'aboutissement n'est pas toujours le même, quoi. Donc voilà, c'est une réponse un peu évasive, mais je ne suis pas en mesure de vous dire ce qu'il en est. Maintenant, ce que je peux dire quand même, c'est que la majorité des outils aujourd'hui s'arrêtent à une alerte et ne vont pas jusqu'à prendre le risque de proposer une recommandation de traitement. C'est-à-dire mamite, acidose, acétonémie, boiterie, métrite, etc. Parce que finalement, ce qu'un éleveur va chercher quand il s'équipe de ça, c'est de pouvoir aller jusqu'à une recommandation d'action. Parce que savoir qu'une vache a une mamite, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait derrière? Par contre, le risque, je pense, légal est trop important pour aller plus loin. Certains ont pris le risque, mais ça a des conséquences. Une petite question, Audrey, dans l'accompagnement que vous faites de vos startups, vous leur conseillez d'avoir un accompagnement juridique, vous leur demandez d'être assurés
D'ailleurs, la valeur des chevaux, et je ne vous apprends rien, est peut-être illimitée. Comment vous les conseillez? Qu'est-ce que vous leur dites? Alors effectivement, l'accompagnement est toujours conseillé, il est largement invité dès le départ, ce que je disais tout à l'heure. Après, par rapport à la question qui a été posée juste précédemment, c'est vrai qu'on se retrouve en face d'un vide juridique pour l'instant, d'un total flou réglementaire. Il y a la Commission européenne qui travaille sur le sujet, que ce soit pour l'animal, mais aussi pour l'humain, et en premier pour l'humain. Donc là, aujourd'hui, la question elle se pose surtout sur le vide juridique. Il n'existe quasiment rien. Donc clairement, c'est aussi pour ça que les outils ne vont pas jusqu'au bout de ce qui pourrait aller, puisque réglementairement, ça pourrait engendrer des responsabilités qui seraient intenables pour des entreprises. Donc un conseil juridique, bien entendu, tout n'est pas le projet, hein, mais dès qu'on voit qu'on touche à de la data, clairement on les invite à se rapprocher, à y réfléchir. Nous, on n'est pas des spécialistes de l'aspect réglementaire. Il y en a qui sont formés, qui sont notamment dans la salle là-dessus, donc il faut qu'ils s'appuient sur les experts compétents. Mais encore une fois, tant que ça ne sera pas acté au niveau européen, tant qu'on aura ce vide, ça va être quand même compliqué d'avancer sur les responsabilités, et on aura toujours des jurisprudences qui iront un peu dans tous les sens et qui seront quand même des facteurs limitants aux innovations qu'on peut apporter. Je rappelle que la problématique est encore d'actualité sur la e-santé humaine, puisque les médecins ont la même réaction que vous, de dire quelle responsabilité on a par rapport à ces données qui pourraient nous arriver de nos patients, que le règlement, et là aussi on a quand même deux statuts aujourd'hui, c'est la donnée de santé et la donnée personnelle. Cette donnée-là, elle rentre dans quel domaine? Aucun des deux. Est-ce que c'est de la donnée commerciale? Est-ce que c'est de la donnée, je dirais, de production et de propriété industrielle, entre guillemets? Je ne sais pas quel statut a cette donnée-là. Le règlement européen sur les données personnelles qui est en train d'être déployé en Europe a mis 30 ans à arriver. Donc je ne sais pas combien de temps les choses mettront à se clarifier. Et malheureusement, il faudra peut-être attendre les premières jurisprudences sur les premières problématiques pour savoir exactement à quoi se fier. Des questions? Je les pose en même temps. 3, comme ce matin? Oui, exactement. 3 questions, 3 réponses toujours par courtes. 3, moi. D'abord, j'ai donc compris que Thierry allait nous sortir la première blockchain vétérinaire prochainement. Voilà. Non, après, j'avais deux questions. Une pour Audrey concernant Hippolia. Je voulais savoir si on était sur des stades bac à sable, pépinière, incubateur quand les entreprises venaient, et quels étaient les retours, notamment des premiers entreprises qui sont venues ici l'année dernière sur les centres connectés. S'il y a eu un retour, parce que c'est quand même, on va dire, les éléments phares de l'année dernière par rapport au JO. Et l'autre question, c'est pour Hervé Basset, avec d'abord une première affirmation. Il y a effectivement des vétos chez Wamiz, et même chez les fondateurs. Voilà. Et puis il y a des non-vétos dans des très bonnes maisons d'édition vétérinaires aussi. Bon. Non, la question c'est pourquoi vous misez tout sur Facebook? Parce que pour des vétérinaires, Facebook c'est plus des boîtes à claques qu'autre chose. Alors, Audrey d'abord. Je vais peut-être commencer. Alors, pour le rôle d'Hippolia et l'articulation avec les incubateurs, accélérateurs et autres, clairement, nous, on vient juste apporter l'expertise de la filière acquis, notre connaissance du marché. Et après, on travaille régulièrement avec des incubateurs, que ce soit des incubateurs locaux ou des incubateurs thématiques. On travaille notamment avec le Tremplin à Paris, qui est l'incubateur pour le sport. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de travailler en main dans la main, chacun apporte son expertise. L'idée c'est d'avoir l'accompagnement le plus global et j'allais dire le meilleur possible pour la boîte pour espérer la faire sortir. Malheureusement aujourd'hui on n'a pas beaucoup de recul. On estime que de toute manière en fait, aujourd'hui le gap, la vallée de la mort pour les startups c'est au bout de 6 ans d'existence. Nous, les vraies premières start-up, telles qu'on peut l'appeler aujourd'hui start-up, c'est plutôt 2014, donc il faudra attendre 2020, voir si, la solidité de ces boîtes-là. Clairement,
et ça c'est mon avis personnel, mais je peux pas de souci pour le défendre, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui, beaucoup d'offres par rapport à la taille du marché qu'on peut proposer dans la filière équine. Donc il sera nécessaire et indispensable qu'il y ait une consolidation de ce marché qui se fasse, et elle devra être faite assez rapidement pour pouvoir maintenir des places au niveau mondial. Aujourd'hui on a pris une avance, ça c'est vrai. Mais si on ne sait pas transformer notre petite pépite TPE aujourd'hui en belles boîtes qui pourront briller à l'étranger, on perdra. On perdra et on les fermera toutes. Donc là, on a un vrai travail à amener dans les 5 années à venir là-dessus. Voilà. Après, sur les résultats des JO, il y a encore beaucoup de choses qui sont confidentielles. Donc je ne pourrais pas en dire beaucoup. Et puis, je pense que c'est aussi à tous d'apprendre... Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ces données n'existaient pas jusqu'alors. Donc maintenant, il faut apprendre à les interpréter, à les comprendre et derrière, à les utiliser à bon escient. Et là, je pense qu'il y a encore un tout petit peu besoin de recul. Hervé ? Alors, pourquoi Facebook ? Donc, d'abord parce que c'est une évidence en termes de marché, entre guillemets, pour la communication entre les cliniques et les propriétaires, puisque tous les propriétaires sont sur Facebook. Donc, c'est le canal le plus évident. Vous avez utilisé l'expression tête à claque, c'est ça ? Boîte à claque. Alors, très simplement, pour 1% de claque, il y a 99% de positifs. Donc, de toute façon, en termes positifs, en termes d'image, en termes de relations clients, en termes de fidélisation, en termes d'image du vétérinaire aussi, c'est pas tout à fait négligeable. Et effectivement, je ne vais pas mentir, il y a ce 1%, 2%, 5% de claque qui est inévitable. Que vous avez de toute façon, de façon bouche à oreille traditionnelle, quand un client pas content va au marché et dit à tous les gens qui croisent le veto, il est pas bien. Donc comment gérer ça ? En fait, ne pas aller sur Facebook parce qu'il y a ces 5% là, ça serait une erreur. Il faut apprendre à gérer ça. Et je vous invite à consulter à la fois les articles et les présentations et les conférences et les webinaires de Grégory Santaner qui a travaillé là-dessus. Il travaille au quotidien et nous aussi, en tant que laboratoire, nous travaillons là-dessus au quotidien. Nous avons ça à gérer. Honnêtement, voilà, ça s'apprend. Hein, c'est une technique. Anticiper, rappeler automatiquement, directement au téléphone le client qui sort, qui n'est pas content et qui va, après explication, enlever son poste. Tout ça, il y a plein de trucs que Grégory partage assez facilement et honnêtement, c'est vraiment tout à fait à la portée des vétérinaires. Et dans tous les cas, mais vraiment, honnêtement, le négatif ne l'emporte pas sur le positif. Il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est ce que faisaient les vétérinaires et les laboratoires il y a 4-5 ans en disant il y a du négatif, donc on ne va pas faire. Et voilà. Et nous, même nous, en tant que labo, nous devons gérer ce genre de choses. Nous devons gérer la pharmaco, etc. Et on s'adapte. Voilà, on s'adapte, mais en tout cas, on ne fait pas parce qu'il y a un tout petit peu de négatif. On avance et on va vers le positif. J'ai mal répondu. Non, parce que j'ai eu une partie de ma réponse, de ma question. Non, c'était plutôt pourquoi Facebook, plutôt en tant qu'approche marketing, parce que tout ce que vous avez apporté là, c'était le digital comme moyen de communication, comme approche marketing. Donc ma question, c'était en quoi, pour vous, Facebook est une priorité pour capter du client, pour entretenir du client dans une clinique vétérinaire locale ? Alors, pas forcément une priorité. Hein. Oui, je suis passé rapidement, mais j'ai commencé à évoquer le marketing multicanal, donc qui est peut-être un concept un peu éloigné pour les vétérinaires, mais qu'ils commencent à faire aussi au quotidien sans le savoir. Facebook est un canal, au même titre que le site web, que les relances SMS, que peut-être des campagnes emailing pour les journées portes ouvertes, etc. Donc, nous répondons à la demande des cliniques qui veulent créer leur page Facebook parce qu'ils ont vu les présentations de Grégory, ou ils ont entendu parler, ou ils ont vu les cas de vraiment retour positif. Donc nous les accompagnons sur Facebook, mais nous les accompagnons aussi sur la création de sites web, sur les campagnes SMS, les relances, etc. Facebook n'est qu'un canal, au même titre que nous, Labo, nous communiquons sur un canal, mais pas forcément... Il est relativement facile, je dirais. Il est très positif, il est très porteur d'image, il ne coûte rien, entre guillemets, hors le temps de formation, mais ça, c'est pas si compliqué que ça.
Et ça demande éventuellement de partager, d'organiser peut-être un petit peu de temps d'ASV éventuellement, voilà, mais c'est un canal de communication qui est relativement facile finalement et qui est très 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 positif. D'autres questions? J'aimerais apporter une... Enfin, c'est possible que... Oui. Sur les données, je suis surpris de votre réaction. Vous dites qu'on ne peut pas les interpréter, les données, parce qu'encore une fois, vous oubliez les vétos. Mais nous, avec notre petit réseau, on a déjà plein de données. C'est les données que nous transmettent les vétos. Parce que pour rentrer dans le réseau, il faut qu'ils renseignent un certain nombre de champs. Et puis on a notre Dolodog, notre Holocat. On a 400 évaluations. Et les données, on va savoir les interpréter. C'est pas dur. Combien il y a de chiens arthrosiques qui présentent des douleurs neuropathiques? Et ben là, on sait que maintenant, il y en a à peu près 25%. Donc les données, ce n'est pas uniquement des données qui viennent avec des moyens dématérialisés. Encore une fois, peut-être que vous oubliez l'humain. Et les réseaux, tu en as parlé Hervé, mais les réseaux, tu n'as pas parlé dans le développement du numérique des réseaux entre les vétos. Et moi, je pense, moi, ce que je souhaite aussi, et c'est vrai que j'aurais bien aimé présenter ça au prochain congrès de la PAC, qui parle de la mutation vétérinaire, c'est que nous, ce qu'on a fait au niveau de la douleur, j'aimerais bien qu'au niveau de la médecine interne, au niveau de la cardio, vous puissiez aussi faire ça, parce que c'est un formidable outil. Pourquoi on cherche à se rapprocher des écoles vétérinaires? Parce qu'Olivier, demain, moi, je peux te trouver 3000 chiens qui ont des pancréatites. Et je pense que toi, en tant qu'enseignant-chercheur, ça va être particulièrement intéressant. Donc arrêtez d'oublier les vétos, s'il vous plaît, parce que c'est facile d'interpréter les données avec des zones de terrain. Alors moi, je voulais rebondir sur les précédents échanges quant au vide réglementaire pour ces objets connectés en santé animale. En effet, il y a la réglementation relative aux données personnelles. Bref. Après, et notamment par rapport à votre question, finalement, quand l'objet connecté n'est pas assez performant, qui est responsable? Mais moi, ce que je conseille à tous les porteurs de projets, à tous ceux qui développent ces objets, c'est finalement, même si aujourd'hui il n'y a rien au niveau de la réglementation, c'est de se baser sur l'existant. Il y a un règlement relatif aux dispositifs médicaux. Moi, je conseille vraiment d'intégrer dans le développement de ces produits toute la réflexion qu'on applique aux dispositifs médicaux, notamment la gestion des risques. Parce que la gestion des risques, elle nous incite à nous poser ces questions au moment de la conception en disant finalement, si mon capteur ne marche plus, qu'est-ce qui se passe au niveau du résultat rendu? Et puis comment je vais pouvoir mettre en place des alertes pour finalement dire attention, mon objet n'est plus aussi précis qu'il devait l'être, ou alors il y a un résultat qui n'est pas pertinent. Donc aujourd'hui, même si la réglementation elle est floue, basons-nous sur l'existant et objectivement, même si un jour il y a un cadre réglementaire, pour moi, il ne pourra pas être éloigné de celui qui est existant, qui est tout à fait pertinent au regard du produit et de l'indication qu'on en donne. Après, il y a peut-être matière aussi à prendre exemple sur la e-santé humaine, notamment sur ce qui a été fait par les ordres. Alors, des médecins qui s'est beaucoup positionné sur la santé connectée, ou par la HAS qui a publié en novembre une recommandation sur cette zone grise des objets à visée médicale, mais pas dispositifs médicaux. Il y a probablement des choses à prendre qui sont applicables aussi en santé animale. Oui, moi j'avais une question sur le réseau Cap Douleur. Donc vous avez parlé de l'étendre aux équins et aux bovins. Alors première question, dans quel délai? Et deuxième question, est-ce que vous pourriez l'étendre à d'autres espèces animales, enfin les porcins, pourquoi pas? Oui, effectivement. Donc j'ai rencontré les acteurs de la filière équine, Charles-François Louf notamment, président de l'AFEF. Et puis Christophe Brard, un ami de promotion pour les GTV et Cap Douleur bovin. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut trouver au départ quelqu'un d'aussi passionné que moi qui est d'accord pour donner beaucoup de temps. Et je sais les contraintes des uns des autres. Bon, tout ça, c'est en train de s'aplanir. J'ai des contacts régulièrement. Et puis avec des gens qui voient aussi, qui attendaient peut-être de savoir un peu ce que ça allait donner. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a une demande de la part des confrères mixtes qui se disent c'est très bien, les chiens, les chats, mais alors, et nos chevaux et nos bovins. Donc oui, je pense qu'on va réussir à le faire. Une des pistes, c'est aussi probablement l'école vétérinaire. Voilà, donc moi je suis tout à fait prêt à offrir la structure, le cadre du réseau, parce que voilà, on a des outils numériques. Voilà. Après, il faut trouver les bonnes personnes, mais je suis optimiste. Et vous avez remarqué, je suis un naturel très, très optimiste. Voilà. Et ça, donc, je pense que ça va le faire, vraiment. Cap Douleur porcin, je n'y ai pas pensé. Je ne connaissais pas la citation de Winston Churchill, mais dès demain, on va essayer
lancer un cap douleur porcin. Oui.